Il est 11h01. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce webinaire sur le compte entreprise sur netentreprise.fr et sur 5 étapes pour réussir sa demande de subvention FIPU. Donc, ces deux éléments composent notre webinaire. Ils sont complémentaires l'un de l'autre. Aujourd'hui, nos deux experts sont Hélène Castro, contrôleur de sécurité. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Et Christophe Boss, cadre technique au service tarification. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Et je suis Anne Zinet, chargée de communication à la CARSAT Midi-Pyrénées. Comment échanger avec nous pendant le webinaire? Donc, vous allez avoir une présentation qui dure à peu près 30 minutes. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Donc, il faut impérativement que vos questions soient mises dans ce canal-là, mais vous pouvez continuer à échanger avec nous, avec vos collègues, dans le volet chat. Mais les questions, c'est dans l'onglet questions. Déjà, une première chose, qui sommes-nous? Nous sommes l'assurance maladie risque professionnel. Nous nous occupons des entreprises du régime général. Sur le côté droit de l'écran, les caisses primaires et les CGSS s'occupent de la reconnaissance et de la réparation auprès des salariés victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles. Et sur le côté gauche de votre écran, donc l'assurance maladie, nous sommes en région, les CARSAT et les CGSS, nous occupons de la prévention des risques professionnels et de la tarification auprès des employeurs. Deux organismes en appui, donc l'INRS pour tout ce qui est documentation, recherche scientifique et Eurogip. Alors, nos missions, ce sont 3 missions essentielles, donc indemniser et accompagner toutes les victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles, de fixer les taux de cotisation de ces accidents du travail, maladies professionnelles des entreprises et de prévenir les risques professionnels. En préambule, nous parlons de FIPU, du Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, qui a été créé en 2023 et qui vise à préserver la santé des salariés les plus exposés à des facteurs de risque dits ergonomiques, TMS. Mais vous allez entendre aussi souvent parler, et plus souvent parler, de subventions prévention des risques ergonomiques, notamment sur amélie.fr, et elles se distinguent des anciennes subventions, qui sont les TMS diagnostiques et TMS actions qui n'existent plus, et dans le mode de fonctionnement qui est quelque peu différent et que nous allons vous expliquer. Je passe la parole à Christophe. Merci Anne. Donc nous allons évoquer ce qu'est le compte entreprise, puis voir les services contenus dans le compte entreprise, l'obligation légale de s'inscrire à ce compte-là et notamment d'adhérer au service du compte accident du travail maladie professionnelle, les évolutions du compte, c'est-à-dire il y a différents services qui vont être rajoutés très prochainement, et enfin les contacts si vous avez besoin de nous contacter, que ce soit la tarification ou la prévention, pour des informations ou des accompagnements. Alors, on commence par qu'est-ce que le compte entreprise? Alors, le compte entreprise est sur Net Entreprise. C'est un espace qui est donc sécurisé et gratuit et un point d'entrée qui a une vocation à être un point d'entrée unique pour vous, employeurs, où vous pouvez faire vos déclarations sociales, mais aussi remplir votre obligation, mais aussi récupérer des informations et télécharger des documents. Pour cela, il faut ouvrir un compte avec le siret de votre entreprise, un nom, un prénom et un mot de passe. Alors, le compte entreprise est assez récent dans le sens où avant existait le compte accident du travail et maladie professionnelle. Ce compte-là a changé de nom et s'appelle Consulter CETO ATMP, ce qui figure complètement à droite sur votre écran. Et là, vous avez 4 services, mais il en existe plus d'une vingtaine sur le site Net Entreprise. Donc, ce service Consulter CETO ATMP, qui a remplacé le compte accident du travail maladie professionnelle, quand vous allez cliquer dessus, vous allez directement être ramené sur le compte entreprise qui inclut maintenant les informations sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Et vous remarquez un autre pavé, compte entreprise, qui lui aussi, si vous cliquez, vous ramène sur le compte entreprise. Et c'est dans 2 pages que je vous montre sur quelle page ça renvoie. Donc le compte entreprise avec ses différents services, et vous avez, une fois que vous avez cliqué sur consulter CETO ou compte entreprise, vous tombez dans tous les cas directement sur le compte entreprise, avec sur la gauche un menu où vous avez une première partie, c'est les services de l'assurance maladie,
c'est-à-dire les déclarations accident du travail, maladie professionnelle, les indemnités journalières et les attestations de salaire. Mais nous allons donc détailler la partie du menu concernant les risques professionnels, avec consulter ces taux, consulter les données pour mon prochain taux, c'est la sinistralité, prévenir les risques professionnels et demander une subvention prévention. Donc on commence par le premier. Le premier, consulter ces taux de cotisation, vous permet de consulter votre taux de cotisation 2025, celui de cette année-là, et de télécharger la notification dès lors que vous êtes inscrit à ce service. Vous pouvez aussi avoir accès à l'historique de vos taux, mais attention, que sur 3 ans. Après, ça disparaît du site. Donc, il est vivement conseillé, quand vous les consultez, de télécharger les informations que vous pouvez télécharger en 2 formats, Excel ou PDF. Et cet historique, donc, c'est l'année 2025, 2024 et 2023. Ensuite, vous pouvez donc consulter les données pour vos prochains taux. Donc, très concrètement, c'est la sinistralité de votre entreprise, les accidents du travail, les maladies professionnelles de 2024. Donc, tout est historisé et 2024 comptera pour les futurs taux 2026, 2027. Et vous avez aussi la sinistralité 2025 qui est en train de s'incrémenter sur votre compte si vous avez des accidents du travail ou maladies professionnelles qui sont déclarés et reconnus par l'assurance maladie en tant que telle. Donc là aussi, c'est toujours 2 ans. Si vous voulez sauvegarder les éléments, faites-le parce que l'année prochaine, en 2026, vous aurez 2025 et 2026. Mais 2024 disparaîtra. Enfin, vous avez aussi prévenir les risques professionnels. Là, c'est une attestation des risques, des indicateurs des risques professionnels qui est téléchargeable sur cette page-là. Elle permet donc de mettre en perspective les données de sinistralité avec celles de votre secteur d'activité. Elle peut être demandée dans le cadre d'un appel d'offres ou pour délivrer une accréditation ou un label. Donc l'attestation contient des informations qui sont par exemple le nombre de salariés de l'établissement, le nombre de sinistres comptabilisés sur les 3 dernières années, un comparatif de votre sinistralité avec des entreprises de votre secteur d'activité. Vous avez aussi des données statistiques sur les risques professionnels du secteur qui vous concernent, avec les principales causes d'accidents du travail, les types de blessures constatées, la localisation des troubles musculo-squelettiques, les TMS. Donc là, je vous ai présenté en 2 pages l'attestation qui n'en fait qu'une. Donc là, vous voyez la première partie, et sur la page suivante, vous voyez le bas de la partie avec les TMS et la situation de votre entreprise par rapport aux autres secteurs, aux autres entreprises du même secteur d'activité. Bon, là, c'était une entreprise qui n'avait aucun sinistre, mais si vous en aviez, vous vous situeriez plutôt vers le centre ou vers l'autre bout. Enfin, un autre service bien utile, c'est demander une subvention prévention. Et là, je passe la parole à ma collègue Hélène. Oui, donc je reprends la main effectivement pour la deuxième partie de cette présentation, de ce webinaire, par rapport à la demande de subvention. Donc oui, sur Net Entreprise, il faut faire des demandes. Nous allons revenir sur celle qui nous concerne, c'est-à-dire la demande de subvention risque ergonomique, ou FIPU, puisque vous avez vu voilà, qu'on peut la liste de 2 façons. La première étape, puisqu'on vous a dit que c'était en 5 étapes. Donc, la première étape concernant cette demande, effectivement, ça va être d'aller consulter les conditions d'attribution par rapport à votre entreprise sur le site Amélie. Je vais beaucoup parler du site Amélie parce qu'effectivement, c'est là que vous allez trouver toutes les informations. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de vous présenter dans la globalité. Le sujet n'était pas celui-là, de vous présenter l'aide, mais c'était bien de faire le lien avec la dépose sur Net Entreprise. Donc, sur le site Amélie, vous allez trouver effectivement les conditions d'attribution. Donc, et vous allez avoir un simulateur qui va vous permettre de vous guider, question par question, pour savoir quelles sont les pièces qui sont nécessaires pour commencer à constituer le dossier de demande. C'est la première des choses. Voilà, par exemple, on va vous demander d'avoir une attestation de vigilance URSSAF de moins de 6 mois pour bien sûr vérifier si vous êtes à jour de vos cotisations sociales. C'est une chose qui est obligatoire, bien sûr, pour faire toute demande à la CARSAT d'ailleurs. Si vous êtes adhérent à un service
de santé au travail, si la dernière date de votre mise à jour de votre document unique. Bon, bref, je ne vais pas aller plus loin. Il faut que vous preniez connaissance, effectivement, de toutes ces conditions d'attribution pour pouvoir poursuivre. C'est vraiment la première étape. Et vous pouvez être guidé, sur, je vous le redis, sur le site Amélie, en faisant tester son éligibilité. Voilà. Une fois que vous avez lu, c'est vrai qu'il faut lire beaucoup sur cette aide, mais bon, voilà, il faut prendre un peu de temps, effectivement. Donc, vous pouvez continuer la démarche sur Net Entreprise. Là, vous allez rentrer votre SIRET, vous allez rentrer votre effectif, et vous allez rentrer, effectivement, selon votre convention collective, il y a certains accords de branche qui ont été signés, il y en a 13 au global, où, en fait, ça donne droit à un pourcentage d'aide différent. Donc ça, c'est en fonction de votre convention collective, vous allez la rentrer et ça vous donnera, si oui ou non, il y a eu ces fameux accords de branche, il y en a 13. Voilà, je ne vais pas les distinguer ici, vous pouvez les trouver aussi sur le site Amélie en tapant « accords de branche sur l'aide risque ergonomique ». Lorsque vous avez bien pris connaissance de toutes ces conditions, vous allez continuer la démarche sur Net Entreprise et là, vous allez voir que on reparle du FIPU et non pas la aide risque ergonomique. Donc, le FIPU, il y a 4 possibilités d'être aidé sur cette entreprise. Donc, 4 possibilités qui sont lesquelles? La première, c'est celle qu'on appelle l'action de prévention. Donc, dans cette action de prévention, vous allez pouvoir retrouver la possibilité d'être aidé sur des diagnostics ergonomiques, sur des formations ou sur des équipements. Voilà, à chaque demande, il y a des documents à fournir bien spécifiques. Donc, toujours pareil, sur le site Amélie, vous allez taper sur l'onglet « Équipement » et vous allez avoir tous les documents qu'il faut fournir. On va en parler un petit peu plus loin. Vous allez voir que j'ai pris comme exemple, par exemple, si j'avais fait une demande sur les équipements. Vous pouvez demander des frais de personnel, c'est-à-dire un salaire de préventeur. Ça s'appellera sur l'aide risque ergonomique. Une personne qui est recruté, qui est embauché dans votre entreprise et qui a pour mission de travailler sur TMS. Nous recentrons bien le sujet, nous sommes uniquement sur les TMS, bien entendu. Les formations qui sont proposées sont listées, les diagnostics ergonomiques reposent bien évidemment sur un diagnostic ergonomique TMS, ça va de soi. Donc voilà. L'aménagement de poste, autre possibilité, là, c'est par rapport à la désinsertion professionnelle, pour éviter que des salariés ou soit donc effectivement des insertions professionnelles et pour lesquelles il faudrait aménager leur poste. Et la dernière possibilité, c'est des actions de sensibilisation donc, qui sont proposées. Là aussi, à chacun, je redis, sur le site Amélie, vous avez sur chacun des pièces à fournir qui sont particulières à chaque demande. Donc, il faut aller consulter en fonction de ce que vous souhaitez faire les documents qui sont indispensables pour pouvoir continuer sur Net Entreprise. Donc voilà, toujours pareil, 3e étape, c'est aller consulter tous les documents qui sont nécessaires pour pouvoir faire cette demande. Avant, effectivement, de faire votre demande sur le bon onglet. Si vous êtes sur un diagnostic ergonomique, il ne faut pas aller le déposer sur le premier, qui est une demande d'action de prévention. Faites très attention, parce que ça, c'est un motif de rejet. Voilà, donc il faut bien aller sur le bon onglet, puisqu'il y a 4 possibilités d'aide sur le FIPU. Une fois que donc vous avez bien consulté, que vous avez lu, que vous avez repéré tous les documents qui sont indispensables à mettre sur Net Entreprise, et que, bien évidemment, vous avez vérifié toutes les conditions d'attribution dont je vous ai parlé au début, vous continuez sur Net Entreprise, où c'est du déclaratif. Je certifie que l'effectif, bien sûr, est conforme et que l'effectif de mon entreprise est conforme aux conditions d'attribution. Donc, voilà. Vous pouvez poursuivre dans votre demande. Comme je vous disais, j'ai pris un exemple d'action de prévention. Voilà, j'ai cliqué sur l'onglet « Action de prévention » puisque c'est ce que je souhaite comme aide. Donc là, ce n'est pas très clair, mais vous verrez qu'après, en fin de présentation, on vous a mis un petit film où vous verrez un petit plus facilement, parce que là, c'est une capture d'écran, on n'a pas le choix. Sur Net Entreprise, on a fait comme si on était une entreprise. Donc, du coup, on a des choses qui ne sont pas très claires, mais vous retrouvez ce que je vous disais, votre nom, le fait que vous avez lu les conditions d'attribution, la date de votre mise à jour de votre dernier document unique, etc. Ça, c'est la pièce qui permet de déclencher la demande, mais il faut effectivement que tout ça se soit bien complété, sinon ça sera un rejet au niveau administratif pour la demande.
On continue. On recommence voilà, à poser toutes les pièces. C'est pour ça que je dis il faut constituer en amont le dossier avant d'aller sur Net Entreprise. Il faut constituer tout le dossier qui est nécessaire, l'attestation URSSAF, etc. Et ce pourquoi vous souhaitez être aidé. Si c'est effectivement dans le cadre d'un équipement, vous devez nous fournir une facture. Vous avez compris que cette aide, je ne sais pas si vous le savez, est particulière, comme le disait ma collègue en préambule. Cette aide, elle n'est possible qu'une fois que le matériel ou la prestation a été réalisée. Donc, il nous faudra nous fournir une facture en ayant marqué mention acquittée ou payée avec la date, le mode de paiement. Voilà, tout ce qui apparaît en rouge là que nous avons mis est indispensable pour faire la demande. S'il manque un élément, la demande sera rejetée. Il faut la date de livraison, il faut bien que la facture soit acquittée. Donc voilà, c'est la particularité de cette aide. Nous ne payons cette aide que sur facture, après avoir réalisé soit la prestation, si c'est une formation ou un diag, ou soit après achat du matériel, installation et livraison. Donc, un petit récapitulatif donc, de ces fameuses 5 étapes. J'insiste lourdement sur le fait qu'avant d'aller sur Net Entreprise, vous voyez bien que c'est la dernière étape, il faut aller effectivement consulter les conditions d'attribution. Je vous ai dit, vous avez un simulateur pour vous aider, vous accompagner, vous guider sur le site Amélie, qui est très bien fait, qui vous permettra voilà, de procéder par étapes. Une fois que vous avez fait cette simulation, vous pouvez effectivement consulter donc, le cahier des charges en fonction de l'investissement. Je vous rappelez-vous, il y a les 4 axes possibles et à chacun, il y a des documents spécifiques. Sur, par exemple, les équipements, il y a un cahier des charges qui est établi où il faut respecter point par point la liste des matériels qui sont listés et respecter point par point le cahier des charges de ce matériel. Si vous ne le respectez pas, l'aide ne sera pas validée. Il faut faire installer le matériel ou faire réaliser la prestation, ça vous l'avez compris. Il faut régler la facture, donc c'est sur facture acquittée. Et enfin, voilà, vous pouvez faire votre demande sur Net Entreprise. Voilà, constituer le dossier avant d'aller sur Net Entreprise. Il n'est pas utile, même c'est pas la peine, elle sera refusée si vous mettez un devis, par exemple. Voilà, l'aide ne sera pas prise en charge. Et s'il vous manque une pièce, l'aide sera refusée, ça sera un rejet. Ça ne voudra pas dire que vous ne puissiez pas refaire la demande après, mais c'est quand même dommage d'avoir un rejet pour des problématiques administratives. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une aide qui voilà, un peu particulière puisqu'il y a beaucoup d'éléments à consulter. J'en ai terminé pour voilà, cette partie de Net Entreprise et le fait qu'effectivement, il faut prendre connaissance un peu comment fonctionne cette aide. Je relaisse la parole à mon collègue Christophe pour tout ce qui est obligation légale concernant Net Entreprise. Merci Hélène. Donc effectivement, une obligation légale, c'est-à-dire que l'inscription sur le site Net Entreprise est une obligation légale. Il y a des textes que je vous ai mis sous peine de pénalité, c'est-à-dire que l'adhésion au service Consulter CETO ATMP est une obligation depuis 2020 et pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2022. Ça s'est fait par étapes, d'abord pour les grandes entreprises, puis 20 entreprises, et puis dès lors qu'il y a un seul salarié, c'est une obligation depuis janvier 2022. Et cette obligation, pour la remplir, il suffit d'être inscrit sur Net Entreprise et d'avoir adhéré à Consulter CETO ATMP et prévenir ses risques professionnels. Alors, si certaines ne l'ont pas encore fait, cette inscription, vous pouvez le faire par vous-même, mais si jamais vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement, il ne faut surtout pas hésiter. À la toute fin, je vous mets les contacts, à nous envoyer un mail et nous vous rappellerons pour vous accompagner en direct dans l'inscription à ce service-là. Sachant que pour faire les demandes de subvention, pour récupérer les attestations dont moi je vous ai parlé tout à l'heure, il faut absolument le faire par le site et donc être inscrit pour pouvoir utiliser tous les services proposés, l'éventail de services proposés par Net Entreprise et le service Consulter CETO ATMP et prévenir ces risques professionnels. Alors, le compte va évoluer, c'est-à-dire qu'on va élargir l'éventail des services. Pour exemple, les services pour les tiers déclarants, ils pourront maintenant avoir accès aux décisions de taux, c'est-à-dire aux notifications de taux ATMP pour leurs clients.
Avant, ils avaient donc un portefeuille de clients, ils pouvaient consulter le compte, mais en aucun cas, ils pouvaient consulter et télécharger la notification. Maintenant, ce sera possible. Alors maintenant, bientôt, ça me saurait tarder, je n'ai pas la date précise, mais le service va être bientôt ouvert. Donc les prérequis pour pouvoir faire cela, le tiers déclarant, le cabinet comptable doit avoir fait au moins une DSN pour son client dans les 3 derniers mois et avoir opté pour le service Consulter mes taux. Ensuite, notre service, ce sera la dématérialisation de la demande de TFSN, c'est-à-dire le taux fonction de support de nature administrative. Avant, il fallait télécharger un formulaire, le compléter, nous l'envoyer par courrier ou par mail. Cette fois-ci, il sera disponible donc directement sur le site. Il y aura un formulaire à compléter en direct avec les éléments demandés, joindre éventuellement un plan, c'est souvent ce qui est demandé pour ce genre de demande, et nous l'envoyer directement, on le recevra, on le traitera plus rapidement. Enfin, un simulateur de taux. Alors attention, ce simulateur de taux n'est pas la simulation du taux 2026 qui n'est pas encore calculé. Mais ça vous permettra d'évaluer le taux 2025, ou du moins ce qu'il aurait été si il y avait moins de sinistres, c'est-à-dire si vous pouvez supprimer, enlever des sinistres, des maladies professionnelles, vous pouvez voir quel aurait été votre taux avec donc moins de sinistres. Et je repasse la main à ma collègue. Alors, petite précision, toujours pareil, hein, voilà, cette aide toujours un peu spécifique. Je refais un zoom sur ce qui est très important, surtout que là, nous arrivons en fin d'année. Vous avez compris que donc c'était du matériel ou des prestations qui devaient être donc réalisées, facturées. Donc vous avez jusqu'au 31 décembre 2025 pour nous faire parvenir donc ces factures, enfin ces demandes avec factures acquittées. Mais il faut aussi, bien évidemment, que l'investissement qui a été fait soit livré et facturé et installé sur 2025. C'est-à-dire que, voilà, là, nous ne prendrons pas quelque chose qui, par exemple, a été acheté, facturé sur 2025, mais qui, malheureusement, pour des raisons de délai ou je ne sais trop quoi, sera livré qu'en 2026. Ça peut arriver, surtout en fin d'année. Là, ça ne sera pas possible, même si tout est conforme, si, par exemple, le matériel est conforme au cahier des charges, ça sera pas possible. Voilà, au niveau comptable, ça n'est pas possible. Au niveau administratif, cette aide, c'est sur l'année en cours. Vous pourrez le lire sur les conditions d'attribution. L'année en cours signifie que facture, livraison et installation sur l'année 2025. Voilà. Donc, c'est vrai que, bon, là, on arrive en fin d'année. Donc, s'il y a des choses qui sont en prévision et que vous n'êtes pas certain que ce soit livré sur cette année, je vous conseille de le décaler. Voilà. Mais vraiment, ou alors bien vérifier, bien borner avec vos fournisseurs, avec vos prestataires, avec voilà, pour vos formations, voilà, tout doit être sur l'année en cours. Voilà. Ça, c'est quelque chose de... Voilà, on ne peut pas revenir en arrière, même si c'est livré en janvier, hein, même si c'est livré le 2 janvier 2026, et alors que ça a été facturé en 2025, ça n'est pas possible. Voilà, ça, c'est un point important à avoir en tête. Et surtout, voilà, je voulais revenir donc, sur le récapitulatif et les 5 étapes, voilà, pour pouvoir faire cette demande. Net Entreprise, en fait, vous guide, mais il est bien évident qu'avant d'aller sur Net Entreprise, hein, pour que le dossier aille vite, parce que néanmoins, c'est une aide pour laquelle voilà, l'instruction est rapide à partir du moment où, effectivement, vous avez vu qu'il y a plein de pièces à mettre, mais s'il y a toutes les pièces qui correspondent, en un mois et demi maximum, le dossier est traité et vous êtes payé, hein, voilà, par rapport à votre investissement. Donc, il est important vraiment de respecter ces étapes-là. Et Net Entreprise, voilà, vous avez vu, n'est pas compliqué pour faire les démarches. Voilà, ça respecte ces étapes-là. Je relaisse la main, effectivement, pardon de tout ça, à mon collègue pour tout ce qui est, voilà, pour terminer ce webinaire. Merci Hélène. Alors, les contacts.
vous avez la possibilité de contacter Net Entreprise avec le numéro 0806 800 700. Alors là, c'est plutôt les contacter s'il y a des problèmes techniques, ou vous avez des problèmes dans votre connexion, dans l'utilisation des services. Par contre, au-dessous, je vous ai marqué le 3679, ça c'est le numéro de téléphone si vous avez des questions relatives à la tarification. Là, c'est ce numéro-là qu'il faut faire et contacter. Au niveau du site de la CARSAT Midi-Pyrénées, je vous ai mis l'adresse. Là aussi, vous avez une rubrique entreprise où vous avez toutes les informations concernant autant la prévention que la tarification. Enfin, je vous ai mis les mails génériques du service tarification et prévention. Alors, pour la partie tarification, si vous souhaitez être accompagné, par exemple, pour vous inscrire au service, qui est une obligation légale, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail avec, bien sûr, votre ciré, votre nom, prénom et un numéro de téléphone auquel on peut vous rappeler pour voir avec vous, prendre rendez-vous pour un moment libre pour faire cette inscription qui prend 5 à 10 minutes au maximum. Enfin, on a aussi rajouté une petite vidéo qui résume, ça dure entre 2 et 3 minutes, qui résume toute la procédure de demande de subvention en ligne, étape par étape. Voilà. Je vous remercie. Éventuellement, si vous avez des questions, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Alors, je peux peut-être proposer Anne de commencer par l'ordre des questions. Tout à fait. On va commencer. Donc, voilà, il y a bien une quinzaine de questions. On va commencer par les toutes premières. Donc, Bastien qui nous demande, le taux AT-MP est spécifique à chaque entreprise? Point d'interrogation. Pas lié seulement à la branche de l'entreprise? Oui, alors oui, effectivement, c'est un savant mélange, je dirais, entre l'activité de l'entreprise, l'effectif de l'entreprise et je dirais l'activité spécifique de l'entreprise au niveau des salariés. C'est-à-dire qu'il y a 9 comités techniques nationaux, c'est-à-dire 9, on va dire, pour simplifier, catégories, domaines d'activité. Vous avez l'industrie, la métallurgie, le bâtiment, les travaux publics, le transport, l'eau, gaz, électricité, les services, commerce et industrie, la chimie, le caoutchouc, la plasturgie, le bois, l'ameublement, les activités agricoles, l'activité de la santé, de l'action sociale, les activités financières, banque, assurance, etc. Donc, quand on a une entreprise, pour calculer son taux, on va déjà voir dans quel secteur elle se trouve. Ensuite, dans chaque secteur, il y a différentes activités. Et donc, nous, on va choisir un code de risque en fonction de l'activité principale de cette entreprise. Et ensuite, cette activité, ce code de risque, va nous permettre de calculer le taux. Mais le taux va être calculé aussi en fonction de l'effectif de l'entreprise. Moins de 10 salariés, moins de 20 salariés, de 20 à 149 salariés et 150 salariés et plus. C'est-à-dire qu'il y a des taux qui sont collectifs, mixtes, c'est-à-dire entre le collectif et l'individuel, et puis pour les plus de 150 salariés, c'est de l'individuel. Donc voilà, il y a des formules de calcul qui permettent, avec donc, le secteur, le code de risque, l'effectif d'entreprise, mais aussi la sinistralité de l'entreprise, c'est-à-dire le nombre d'accidents du travail, la gravité, les maladies professionnelles, eh c'est ce mélange de tout ça qui va nous permettre de déterminer un taux. Voilà, et ça mériterait un autre webinaire. Et justement, à ce propos, il me semble, Anne, qu'il y a un webinaire sur oui, la tarification. Oui, donc voilà, peut-être qu'on pourrait mettre le lien ou voilà, pour ceux qui sont intéressés, de ne pas hésiter à s'inscrire à ce webinaire qui explique beaucoup plus en détail et moins rapidement que moi et dans les très grandes lignes comment est calculée la tarification. Une question, merci Christophe. Une question d'Élodie qui rejoint un peu la question précédente. Dans les données pour les taux, remontent-ils les jours d'arrêt liés à un TPT ou pour AT ou MP? Alors, TPT, j'avoue que je ne vois pas trop, temps partiel, je vois pas trop. Par contre, voilà, je vois pas trop, mais par contre, dans tous les cas, dès lors que je vous ai parlé tout à l'heure de la sinistralité qu'on peut, sur les 2 années, 2025-2024, qu'on peut actuellement consulter, il y a effectivement tous les sinistres qui remontent. Et les sinistres qui sont remontés et imputés à l'établissement, eh bien, si c'est un accident du travail, on voit la date de début d'arrêt,
et la fin d'arrêt s'il est terminé. S'il n'est pas terminé, bon, mais il n'y a pas encore de date. Mais on voit le nombre de jours et la catégorie, justement en fonction du nombre de jours dans laquelle il se situe. Même chose pour les maladies professionnelles. Ensuite, cette sinistralité 2024-2025 qui vous compteront pour les futurs taux, c'est à part. Par contre, maintenant, il y a les taux qu'on vous a notifiés actuellement. Dès lors que vous êtes en taux mixte ou en taux individuel, vous avez la notification qui est accompagnée d'une feuille de calcul. Et dans la feuille de calcul, vous pouvez consulter la sinistralité et le détail de la sinistralité qui est comptée et prise en compte pour calculer votre taux. Enfin, si vous êtes au taux collectif, c'est-à-dire moins de 20 salariés, là par contre, c'est le code de risque qui détermine le rattachement au barème. Donc, vous n'avez pas le détail des sinistres puisque c'est un taux collectif mutualisé. Voilà, j'essaie d'être un petit peu clair. Bref et précis. Différentes situations, voilà. Je pense qu'Hélène pourra répondre. Pouvez-vous définir la désinsertion professionnelle? Oui, alors dans le cadre effectivement d'un axe, il y a ce qu'on appelle l'aménagement de poste pour un cas de désinsertion professionnelle. Alors là, c'est vraiment en lien avec les services santé au travail. La désinsertion professionnelle, c'est quand une personne, effectivement, soit elle est en arrêt de travail, soit elle va être en arrêt de travail et elle ne pourra plus rester dans son emploi actuel et pour lequel il faut venir faire son aménagement de poste pour qu'elle puisse être maintenue dans son travail. Voilà. Là, il y a un texte réglementaire bien cadré par rapport à la désinsertion professionnelle, mais là, c'est vraiment un travail avec les services santé au travail parce qu'effectivement, pour demander donc cette aide d'aménagement de poste, il y a ce qu'on appelle l'annexe 4, qui est l'avis d'aptitude avec recommandation du médecin du travail, qui vient effectivement appuyer le fait qu'un ou une salariée a besoin avoir un aménagement spécifique, donc pour pouvoir être maintenu à son poste de travail, pour pas que ça parte en inaptitude ou en arrêt de travail, long. Voilà. Donc, la désinsertion professionnelle, c'est cet esprit-là. Voilà, c'est vraiment là, par contre, en lien avec les services santé au travail, inévitablement. Sur le poste, aménagement de poste, c'est forcément un échange avec les services santé au travail, puisqu'il y a bien sûr un déclenchement par un médecin du travail. Très bien. Oui, c'était clair. Jean-François nous demande, est-il possible de réserver l'aide, alors j'imagine l'aide des TMS, il y en a plusieurs, avec un accord préalable? Alors non, c'est terminé. Voilà. Les autres aides CARSAT, effectivement, continuent à fonctionner comme ça. L'aide risque ergonomique ou FIPU, c'est une aide qui a été montée totalement différemment des autres. Ça, c'est quelque chose de bien clair. Il n'y a pas de réservation, il n'y a pas d'accord préalable de la CARSAT. Non. Désolé, ni de la CARSAT, ni du national, ni de personne. Voilà, ce n'est pas le souhait. Le souhait, c'est effectivement de dire que vous passez, il y a des fournisseurs qui doivent attester que le matériel est bien conforme au cahier des charges. Donc, c'est la garantie que le fournisseur va vous fournir quelque chose qui est conforme à ce qu'on demande. La formation, elles sont listées. Par contre, les formations, si vous avez sur le cahier des charges des formations, c'est des formations qui sont listées. Donc, vous les retrouverez, bien entendu, ceux qui sont pris en charge. Les diagnostics ergonomiques, là, en principe, il faut cadrer le nombre de jours, qu'est-ce qu'on va étudier. Enfin, ça, c'est le cahier des charges que vous allez mettre en place avec le cabinet qui va procéder à l'étude. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez construire. Mais non, il n'y aura pas d'accord préalable. Ça, c'est clair que non. Alors, question de Marion. J'ai bien compris qu'il fallait avoir une facture acquittée pour obtenir l'aide, mais avons-nous une confirmation de prise en charge avec le montant avant d'engager les frais de notre côté? Non, c'est la même réponse. Non. C'est la même question que la réservation. Il n'y aura pas de… C'est la construction de cette offre qui est ainsi. Qui est ainsi, tout à fait. C'est pour ça que j'insiste bien sur toutes les étapes à faire avant, de prise de connaissance de tous les éléments qu'il faut fournir pour pouvoir faire cette demande. Une question d'Esther, peut-on faire une demande pour 2 motifs différents? Exemple, salaire du préventeur et formation du préventeur. Et pour formation se terminant en 2026, quand faire le dossier? Alors, on peut faire effectivement, vous avez vu, que vous pouvez faire des demandes sur chaque axe.
Il y a 4 axes, vous pouvez bénéficier effectivement sur les 4 axes, un salaire de préventeur, une formation, du matériel, voilà, en fonction bien sûr du montant que vous allez avoir, enfin, au niveau du montant de chaque axe. Voilà. Je ne vais pas parler du côté financier parce que ça serait trop compliqué à expliquer là, vous le verrez sur le site. Donc oui, vous pouvez faire plusieurs demandes, effectivement. La formation terminant quand faire le dossier, c'est compliqué, on est à cheval, donc là, autant vous dire qu'on pourra prendre une partie de formation qui peut se faire sur 2025 et puis une partie de formation, là, c'est compliqué. Effectivement, ce type de dossier ne peut pas être pris en charge puisque c'est sur l'année en cours. Si ça commence en 2025, ça termine sur 2026 et on aura une facture voilà, de 2026 avec… voilà, donc c'est compliqué là. Là, c'est un dossier, voilà. Il faut… Voilà. Je continue, hein. Nous avons beaucoup de questions et on aimerait apporter au moins une réponse à chacun d'entre vous. Marie-Lise demande, est-ce que l'on peut revenir sur des installations de matériel antérieures à notre demande de subvention? Est-ce que l'on peut revenir? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Si c'est, par exemple, la question, voilà, vous avez acheté du matériel qui correspond à la liste, hein, attention, toujours pareil, hein, c'est une liste bien cadrée, hein, le matériel, voilà, c'est pas tout le matériel que vous avez pu acheter, c'est une liste bien établie, donc ce matériel doit être conforme, comme j'ai dit, au cahier des charges, donc qui est un lien avec le matériel que vous avez acheté. Si c'est un matériel que vous avez acheté en 2025, qu'il est conforme, qu'il rentre dans notre cahier des charges, que voilà, oui, sur 2025, oui, vous pouvez faire la demande, effectivement, sur 2025. Si ce matériel rentre bien dans les conditions, vous pouvez. Si c'est la question, je ne sais pas voilà, si j'ai répondu, mais vous Je pense pouvez. que c'était la question, oui. Il faut que ça soit en tout cas un matériel qui soit conforme et en 2025. Voilà. Et en 2025, voilà. Régis, alors pardon, je mets là. Avant d'acheter le matériel, la CARSAT peut-elle nous confirmer l'éligibilité de celui-ci avec le FIPU? Non. Le matériel, il y a un cahier des charges établi, vous voyez avec le fournisseur, vous verrouillez avec le fournisseur que ce qui est marqué sur le cahier des charges corresponde bien au matériel. Il n'y a rien de choses de personne. Un fournisseur doit être capable de vous répondre. Hein, voilà, sur une transpalette, je dis, voilà, par exemple, une transpalette, ce qui est demandé sur une transpalette, voilà, il y a effectivement des protections que l'on demande au niveau, bien sûr, de la jupe de protection pour protéger le talon d'Achille, par exemple. Sur les gerbeurs, il y a des hauteurs minimum. Voilà, donc, il n'y a rien qui ne soit pas compréhensible par un fournisseur. Donc, vous montrez le cahier des charges au fournisseur, vous leur dites, voilà, j'ai l'intention de faire une demande, il me faudra un matériel qui corresponde point par point à ce qui est listé. Voilà. Nous ne donnerons pas un avis sur devis, hein, ça revient pareil. Voilà, non, nous ne répondrons pas à ça. Ça, c'est clair. Hop, une question de Claire. Quelle est l'antériorité? Alors, on vient d'y répondre. Possible des travaux, aménagements ou prestations pour bénéficier de cette subvention? Donc ça, oui, c'est sur l'année en cours, c'est-à-dire voilà, sur 2025, tout ce qui est sur 2025, même si vous avez fait ça en février, hein, puisque là maintenant on est en octobre, si c'est en février 2025 que ça y rentre point par point, vous pouvez faire la demande, effectivement, puisqu'on est sur l'année en cours. Là, il n'y a pas de problème. Alors, bonjour. Est-ce que le dispositif FIPU va être reconduit en 2026? Question de Sabine. À ce jour, je n'ai pas d'infos comme quoi il ne serait pas reconduit. Voilà. Oui. Je ne suis pas… Pour l'instant, c'est un dispositif qui courait jusqu'en 2027. Hein, voilà, sachez voilà, que c'était 24-27. À ce jour, je n'ai pas d'infos comme quoi il ne serait pas reconduit. Il n'y a pas d'information à ce jour. Ouais. Non, je n'ai pas d'information à ce jour, effectivement. Alors, Jérôme nous demande, concernant les équipements, est-ce qu'on peut faire plusieurs demandes? Ça a été dit aussi, si investissement sur un matériel en 2025 et un autre en 2026. Alors oui, on peut faire une demande si par exemple vous avez acheté un matériel sur 2025 et je reviens toujours pareil, hein, que la facture, que le bon de livraison, etc. a été sur 2025 et que vous souhaitez acquérir le même type de matériel en 2026 parce que au niveau, on va dire, budget, c'est comme ça que vous travaillez, oui, vous pouvez, voilà. Mais
voilà, chaque dossier doit être complet. Voilà. Un matériel, facture, livré, installé, 2025, et l'autre sur 2026, effectivement. Pareil. C'est possible. Alors, voilà. autre question, mais à peu près identique à la même. Je pense que la temporalité est importante dans cette subvention. Oui. Voilà, c'est bien la demande qui doit être lancée dans la même année. Le temps de traitement n'est pas inclus dedans. Ah si, tout est inclus dedans. Nous, on a jusqu'au 31 décembre 25 pour traiter effectivement les demandes. Le temps de traitement est inclus. Hein. Tout doit être sur l'année en cours. Hein. Voilà, nous, au niveau budget, ça va se clôturer sur 2025, ça va se clôturer en 2025. Voilà. Donc, la demande, elle est faite sur l'année en cours et nous, on doit le traiter dans l'année en cours, bien évidemment. Ça, c'est clair. OK. Question de Claire. Cette subvention est-elle ouverte aux auto-entrepreneurs? Alors, un auto-entrepreneur, elle est ouverte effectivement aux travailleurs indépendants. C'est ça, un auto-entrepreneur, voilà, c'est ouvert, effectivement. Alors, les travailleurs indépendants, donc qui ne sont pas au régime général, hein, la condition, il faut qu'ils adhèrent à l'assurance volontaire des accidents du travail. Voilà, ça, c'est une obligation, hein, au même titre qu'une personne, une entreprise qui adhère au régime général doit cotiser un service santé au travail. Là, on demande aux travailleurs indépendants de cotiser à ce qu'on appelle l'AVAT, l'assurance volontaire des accidents du travail. Voilà. Ça, c'est une obligation pour faire la demande, effectivement. Très bien. Question de Lorraine. Hop là. Question de Daniel. Pour la subvention 2026, quand est publiée la liste des équipements subventionnés? Alors, la liste des équipements subventionnés est publiée en 2025. En 2026, peut-être qu'il y aura des ajustements par rapport à la liste actuelle. Effectivement, ça se travaille au niveau national. Hein. Peut-être du nouveau matériel, je n'ai pas trop connaissance, surtout des ajustements, effectivement, parce que sachez qu'on fait remonter, hein, toutes les CARSAT font remonter au niveau national des ajustements sur certains matériels par rapport à l'évolution sur les cahiers des charges pour pouvoir faire rentrer d'autres types de matériel. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas de date pour cette mise à jour, on va dire, ce n'est pas une nouvelle liste, hein, cette mise à jour possible. Il y a quelques petites informations qui vont peut-être se modifier, mais ça ne va pas être… voilà, pour le moment, je n'ai pas à ce jour comme on a connu hein, depuis le début. Effectivement, vous avez pu suivre ceux qui étaient peut-être déjà sur cette haine. Il y a eu quand même, voilà, au départ, il n'y avait pas les outils portatifs, par exemple, qui avaient été mis. Il n'y avait pas les chariots élévateurs. Bon, voilà, donc il y a eu quand même, voilà. Mais je ne pense pas que là, on soit sur une liste qui va s'ouvrir énormément. Et pour l'instant, je n'ai pas l'info quand est-ce qu'elle va être à jour. Mais il y aura des mises à jour, oui, qui vont se faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours aller sur le site Amélie pour se tenir au courant. C'est là où les mises à jour sont les plus fraîches. Hein. Ça, c'est clair. Question de Lorenzo. Peut-on cumuler ce dispositif avec l'accompagnement TMS Pro? Ah ben, bien entendu. Tout l'intérêt. TMS Pro, c'est un accompagnement, effectivement, puisque je sens là une entreprise qui est ciblée TMS Pro. L'entreprise, elle est ciblée TMS Pro, et donc il faut bien évidemment qu'elle s'empare de cette aide pour pouvoir travailler sur ces TMS. Donc, ça n'est pas du tout incompatible. L'accompagnement, c'est, comme vous le dites bien, un accompagnement pour vous faire avancer étape par étape sur la gestion de vos risques TMS. Et le FIPU est un outil. Question de Stéphane. Pouvez-vous confirmer que le financement est accessible aux indépendants entrepreneurs individuels de souscription à l'assurance volontaire AT-MP? Merci pour votre réponse, mais je pense que tu as répondu précédemment. Oui. Effectivement, donc, il faut cotiser. Oui. Cotiser. Je les prends au fur et à mesure. Hein. Question de Laurent. Dans le cadre de la subvention FIPU, pouvons-nous y prétendre afin de prévenir les TMS en équipant nos personnels de bureau de fauteuils ergonomiques? Non, ce n'est pas dans la liste du matériel. Voilà. Donc, les fauteuils ergonomiques, à la marge, sur l'onglet aménagement de poste, nous avons fait certains aménagements de poste, effectivement, pour aménager, mais je dis à la marge, en cas de la désinsertion professionnelle. Voilà, ça c'est possible dans ce cadre-là, mais sinon, non, ça n'est pas dans la liste du matériel prévu, dans la liste des équipements. Alors,
question de Régine. Cette subvention FIPU est-elle soumise à des critères par rapport au nombre de salariés de l'entreprise? Là aussi, atypique comme aide, non. En principe, effectivement, les entreprises de moins de 200 salariés chez nous ne peuvent pas bénéficier de subventions CARSAT. Cette aide, il n'y a pas d'effectifs bloquants. Voilà, c'est ouvert à des entreprises qui ont plus de 200 salariés. La seule chose qui change, c'est effectivement le montant de l'aide, de la subvention, qui va être forcément différente en fonction de l'effectif. Hein, voilà, ça c'est clair. Mais ça, voilà, vous pourrez le lire dans les conditions d'attribution. Vous pourrez les voir. Mais il n'y a pas, effectivement, c'est ouvert à tout effectif. C'est ouvert à tout. Y a-t-il un seuil maximal à l'aide accordée, nous demande Claire. Oui. Bien, bonne question, je ne l'ai pas dit, en effet. Il y a un seuil minimal et maximal. Alors, minimal, il faut que l'aide montant hors taxe, toute aide, hein, voilà, équipement, formation, etc. Il ne faut pas que vous soyez inférieur à 1 429 € exactement, voilà, hors taxe. Hein, voilà, ça c'est le minimum, sinon ben là c'est pas la peine de faire une demande, hein, c'est le minimum, le dossier ne sera pas étudié, voilà, c'est le montant minimum, et ça c'est un peu pareil pour toutes nos aides. Hein. Et le montant maximal, bon voilà, on reparle un petit peu du seuil, effectivement. Cette aide, c'est 70% du montant hors taxe avec un maximum de 25 000 €. Voilà, on n'ira pas bien sûr au-delà de 25 000 € par onglet, mais ça attention, il faut faire attention en fonction de l'effectif, comme je disais, mais sinon c'est 70% effectivement du montant hors taxe avec un maximum de 25 000 €. Très bien, bonne question de Claire. Alors, l'entreprise Centre Sud Échafaudage. Bonjour, dans le cadre du montage du dossier de subvention, pourriez-vous me dire à quel endroit on voit le nombre d'effectifs? Alors, je ne sais pas si on va pouvoir repartir sur... Alors, le nombre d'effectifs, ça, vous devez effectivement maîtriser ça. Et à un moment donné, sur le premier onglet, sur la première slide que je vous ai présenté, il y a effectivement l'effectif de l'entreprise. Mais ça, c'est votre effectif. Moi, ça, je pense que, enfin, Christophe, ça peut-être que tu as l'info aussi par rapport à la tarif, non? L'effectif de l'entreprise. Je pense que c'est dans la demande de subvention où à un moment donné, je pense que c'était au début. Oui, c'est la première chose. C'est la première page. Voilà, c'est la première page où il demandait. Voilà. Ouais, il faudra que vous regardiez, monsieur. Mais c'est la première page. Dès le début. Voilà. Voilà, le carré vert. Alors, toujours la même entreprise qui pose une question supplémentaire. Dans le cadre du montage de subvention, comment peut-on savoir si nous avons un contrat de prévention? Alors oui, effectivement, parce que ça, c'est un sujet. Un contrat de prévention, si vous allez de toute façon sur vos critères d'éligibilité, ou si vous allez même sur Net Entreprise, vous allez être bloqué. Vous allez être bloqué à un moment donné parce que Net Entreprise, comme il reprend, si je me trompe, Christophe, tu m'as dit, voilà, il identifie l'entreprise selon le CIRAM. C'est ça, Christophe? Oui, oui. L'entreprise, c'est le ciré du siège social, qui est, s'il y a un seul établissement, ben, ce sera le même. S'il y a plusieurs établissements, il y a le ciré du siège social, et en s'enregistrant avec le ciré du siège social sur Net Entreprise, automatiquement, tous les autres établissements, s'il y en a plusieurs et s'ils sont actifs, sont rattachés à ce ciré siège social. C'est-à-dire que l'employeur, en vous connectant avec le ciré du siège social, vous pourrez consulter toutes les informations et les données du siège social, mais également avec un menu déroulant, vous pourrez choisir vos autres établissements et consulter les mêmes informations sur ce site-là, et même les taux, et télécharger les notifications pour les autres établissements. Et comme ça, vous pourrez voir effectivement s'il y a un autre établissement qui bénéficie d'un contrat de prévention, et effectivement, là, ça bloque pour l'aide. Vous avez raison, hein, puisque pour pouvoir faire cette aide, il ne faut pas avoir bénéficié d'un contrat de prévention date finale 2 ans après. Il faut attendre 2 ans avant de pouvoir faire cette demande. Et ça, c'est voilà, identique pour toutes nos aides. Là, par contre, elle rattrape les autres aides par rapport à ça. Une question de Corinne. Dans le cas d'une demande d'aide pour l'installation d'un équipement,
on doit faire compléter par le fournisseur autant d'attestations de conformité à l'annexe 4 que d'équipements installés. Est-ce que c'est bien ça? Alors, attendez, je reprends. Alors, lorsqu'il y a une installation, effectivement, on prend en charge les frais d'installation, et ça, c'est souvent le cas dans pour certains équipements. Je pense notamment aux coiffeurs, hein, pour lesquels nous aidons par rapport à des sièges. Donc, alors, le fournisseur, il y a le fournisseur qui va attester effectivement que non, on doit pas. L'attestation de fournisseur, elle atteste que le matériel est conforme. L'installation, il nous faut les factures. Mais le fournisseur qui va installer, le plombier, je ne sais pas, l'électricien, je dis tout et n'importe quoi, le maçon parce qu'il y a eu du carrelage à refaire, lui, il va vous allez nous fournir une facture acquittée en lien avec l'installation. Il n'y a pas d'attestation à fournir à ce niveau-là. La seule attestation à fournir, c'est l'attestation du fournisseur qui dit que le matériel qu'il vous a fourni est bien conforme au cahier des charges. Et par ailleurs, voilà, vous mettez sur la demande les factures en lien avec l'installation. Mais là, il n'y a pas d'attestation à fournir, c'est en lien avec l'installation. Voilà. C'est la facture. Hein. C'est la facture où on voit bien que c'est en lien avec l'installation. Alors, Marie-Lise demande, est-ce que le montant de la subvention correspond à la totalité du coût ou bien c'est un forfait? Bon, là, je pense que tu y as répondu. 70% du montant hors taxe ou 25 000 euros. OK. Question de Gilles. À réception du webinaire, est-il possible de faire... Je reprends. À question du webinaire, est-il possible de faire figurer les questions et réponses des intervenants participant au webinaire? Alors, on va essayer de faire quelque chose qui soit un complément, un genre de fac, de foire questions-réponses. Je te laisse répondre par rapport à la fac qui existe peut-être sur Amélie, Hélène. Ah oui. Oui, alors effectivement, sur le site Amélie, récemment, ils ont mis en place une possibilité effectivement de poser des questions hein, selon les onglets que vous souhaitez, hein, voilà, par rapport à les divers axes comme je vous ai présenté. Vous pouvez effectivement poser vos questions et j'y suis allée hier. Les réponses sont quand même assez rapides et permettent quand même un échange avec le national et assez clair. Donc, vous avez aussi cette possibilité-là, effectivement. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver toutes les questions, la majorité des questions qui sont posées concernant cette aide. Et Gilles, de façon plus spécifique, nous allons voir, comment nous allons pouvoir récupérer vos questions et y amener une réponse. Je me laisse un petit peu de temps pour mettre en place cette espèce de document qui sera complémentaire au support que vous avez eu. Voilà. La question de Bastien. Alors, elle reprend toutes les questions, repose un peu ou demande confirmation de ce que vous a dit Hélène. Donc, la date de notre demande avec dossier complet doit être fait avant fin novembre si votre délai de traitement est d'1 mois. Non, jusqu'au 31 décembre. Voilà. Après, on va le traiter effectivement. Hein, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon comptable, les restes, le charge à payer. Donc, non, vous avez jusqu'au 31 décembre pour faire la demande. Non, vraiment, votre demande, dossier complet, hein, bien entendu, jusqu'au 31 décembre. Nous, après, effectivement, sur le mois, on a quand même au niveau comptable, un mouvement comptable qui est possible, effectivement, pour ce qu'on appelle les charges à payer sur le mois de janvier qu'on va traiter. Hein. Non, vous avez jusqu'au 31 décembre. Voilà, ce délai. Voilà. On n'entend plus, Anne, tu as coupé le micro. Mille excuses. Si notre fournisseur ne peut pas nous garantir livraison et donc ne peut pas garantir la facturation en 2025, il faut recommencer tout le dossier en 2026. Alors, si effectivement vous ne pouvez pas être livré en 2026, ne faites pas de demande en 2025. 25. Ah non, oui, ça c'est clair. Voilà. Et si surtout pas de facturation en 2025 avec une livraison en 2026. Voilà. Parce que voilà, pour dire quand même, voilà, nous regardons les dossiers et sur les matériels, il y a des numéros de série. Donc, on s'est retrouvé si effectivement le matériel a été livré en 2025 et qu'après, on voit tout à coup qu'on fait une demande de 2026, on retrouve effectivement le fait que le matériel a été livré sur 2026 et que, voilà. Donc, non, il faut bien caler tout ça. C'est vrai que là, on est en fin d'année. Calez véritablement ça avec vos fournisseurs.
hein, que si vraiment, voilà, et ça peut arriver, surtout en fin d'année, ça va poser problème. Hein. On a eu beaucoup de rejets de dossiers comme ça l'an dernier, au niveau national, j'entends, hein, pas qu'en Midi-Pyrénées. Hein. Et ce n'est pas la peine de faire une demande de dérogation. Ce n'est pas possible. C'est un peu comme les impôts. Vous voyez, les impôts, quand on vous dit que c'est tel jour à minuit, c'est tel jour à minuit. Ce n'est pas à minuit 3. Voilà, c'est imagé, mais c'est malheureusement comme ça. Voilà. Bien. Je continue. Une question de Daniel en 2026 pour les exosquelettes. Bon, j'imagine qu'elle demande Alors, si ça pour l'instant, les exosquelettes, vous connaissez la position. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Ça, pour l'instant, ça n'est pas dans la liste du matériel qui est possible. Voilà, ça n'est pas prévu. Les exosquelettes, voilà, on ne va pas faire de la prévention, on n'est pas là pour ça, mais voilà, ça met en place avec une certaine façon un aménagement particulier. Alors, nous avons encore 16 questions. Il est 11h56. Si une facture pour un aménagement fait 30 000 €, est-ce qu'elle sera prise en compte ou elle sera prise à hauteur de 25 000 €? Donc là, on est dans les... hors taxe ou 25 000 maxi. Voilà. Donc, voilà. OK. Très bien. Pour une entreprise de plus de 200 salariés, le plafond de subvention est de 25 000 € par dépense ou en totalité? En totalité, pour plus de 200 salariés. Voilà, c'est le tableau que vous trouverez sur les conditions d'attribution. Effectivement, par axe, pour les entreprises de moins de 200 salariés, vous avez 25 000 €, donc ça fait 75 000 € avec le salaire de préventeur qui est un forfait. Hein, c'est 8 200 de mémoire, 8 230 ou je ne sais plus pour un forfait de préventeur. Donc, la globalité des aides pour les entreprises de moins de 200 salariés, ça fait 75 000 €. Et pour les entreprises de plus de 200 salariés, tous les axes confondus, hein, les 4 axes, vous serez à 25 000 €, en effet. Oui. Vous avez bien lu les conditions. Alors, c'est un peu plus bref, mais Corinne nous demande s'il y a 4 équipements, il y a 4 attestations. Oui. Si c'est des équipements différents, bien évidemment. Si c'est 4 mêmes équipements, non. Mais si c'est 4 équipements différents, 4 attestations différentes. Alors, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Je rebalaye pour voir, mais normalement… À part, si c'est le même fournisseur. Si c'est le même fournisseur, il peut mettre sur la même attestation, il peut mettre les 3 ou 4 matériels qu'il vous a fournis. Mais puisque là, sur l'attestation, il est juste notifié qu'il est conforme. Mais il faut bien retrouver sur l'attestation du fournisseur le libellé qui est sur la facture. Voilà. Okay. Mais si c'est le même fournisseur, oui, c'est qu'une seule attestation. Mais s'il y a 4 fournisseurs, c'est 4 attestations. Enfin, voilà, bon. Non, il peut y avoir qu'une attestation avec plusieurs matériels. Mais il faut bien retrouver le libellé du matériel sur l'attestation. Alors, je repars dans le chat. Donc, nous avons quelques questions dans le chat. Je vous demande si vous avez mis des questions dans le chat, de les remettre dans l'onglet questions. Ce sera vraiment plus simple pour nous. Corinne, donc, qui posait une question sur les 4 fournisseurs, 4 attestations. Elle dit, dans le cas d'une demande d'aide pour l'installation d'un équipement, on doit faire compléter par le fournisseur autant d'attestations de conformité à l'annexe 4 que d'équipements installés. Donc, là, tu viens d'y répondre. Vincent nous demande, bonjour, est-ce qu'il peut être amené à changer pour des subventions PRE, investissement équipement sur 2026? Je ne comprends pas trop la question, excusez-moi. Je ne sais pas ce que c'est, les subventions PRE. Les subventions pré-PRE, ça ne me dit rien. Je ne sais pas, alors je ne comprends pas la question. Peut-être si Vincent, si vous pouvez, si vous êtes encore avec nous, reposez votre question clairement dans l'onglet questions. Je rebalaye. Une question de Julie. Peut-il y avoir une aide pour compléter un OPCO sur formation TMS? Alors, les formations TMS, elles sont listées dans tous les cas. Donc, bien sûr, il va falloir regarder en termes de financement le cumul. Hein. Bien entendu, le cumul des aides, bien sûr, nous n'avons pas déplacé les 100%. Voilà, donc, il faut étudier ces dossiers. Effectivement, là, ça va vous être demandé. S'il y a forcément une participation pro, on ne peut pas dépasser il faut vérifier le cumul. Quoi. Ça, c'est toutes les aides. Hein. Voilà, on vérifie le cumul des aides. Très bien. Alors, Vincent répond. Le prêt, c'est prévention des risques ergonomiques. C'est vrai qu'on ne l'avait pas appelé comme ça.
Donc, je reprends la question. Alors, la question, bonjour, est-ce qu'il peut être amené à changer pour des subventions, prévention, risque ergonomique, investissement, équipement sur 2026? Alors, est-ce que ça rejoint la question de dire est-ce qu'il va y avoir d'autres équipements, d'autres choses qui vont se mettre en place? Je ne sais pas. Non, là je n'ai pas. On veut bien Voilà. répondre, mais c'est un peu flou. Voilà. Une question d'Angélique, et je pense que ça va être la dernière que nous allons prendre. La formation du préventeur TMS Pro démarre en 2025 et se termine en 2026. Cela ne pourra donc pas être pris en charge puisque on est sur 2 périodes. Et ce que tu expliquais, Hélène, c'est qu'une partie peut être prise en 2025 et l'autre partie en 2026. Ça dépend des factures, voilà, comment ça peut se passer, etc. Je comprends, oui, que vous commenciez une formation là et qui se termine, puisqu'effectivement, c'est des sessions, effectivement, je ne sais pas si là, on parle de formation TMS Pro, j'entends peut-être personnes ressources, quelque chose comme ça, c'est peut-être ça dont on parle. Donc là, c'est comme, oui, effectivement. Bon, c'est un peu imprécis, mais je pense que vous avez compris dans la globalité un petit peu la complexité et aussi la facilité quand on a bien compris et quand on va sur Net Entreprise de pouvoir faire sa demande. Je pense que nous avons répondu à peu près à toutes les questions. Une dernière chose, quand vous allez quitter le webinaire maintenant, va apparaître sur votre écran un questionnaire de satisfaction qui est important pour nous et où il y a 3 questions et nous vous demandons d'y répondre. Et notamment, si vous avez envie de voir des webinaires sur des sujets qui vous concernent et que nous pourrions mettre en place à la CARSAT Midi-Pyrénées. Voilà, je vous remercie. J'espère qu'on a répondu à tout le monde. On va voir comment on peut réaliser une base question-réponse à travers ce que Hélène et Christophe vous ont dit. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Hélène, Christophe? Non, merci à vous. Voilà. Donc, merci également, oui. D'être connectés. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.